Donc moi je m'appelle Paul Sanchez, j'ai une agence spécialisée dans le référencement naturel avec un ami qui s'appelle Mathieu Gerbrand. Et donc on fait de l'audit, de la stratégie, du netlinking, de l'e-réputation, de la formation, etc. Et on travaille donc avec des e-commerçants et d'autres acteurs de l'Internet. Ah, attends, marche pas la tech, hein. Ah, je sais pourquoi ça marche pas. Hop, il faut mettre le bitonio. Bon, on va tout de suite aborder en fait. Alors, dommage pour ceux qui étaient là la dernière fois parce que c'est à peu près la même chose, hein. Il n'y a pas de secret et c'est que des bonnes pratiques. Où ça va me saouler ça? Hop, ah j'ai. Bien. Yes, voilà. Donc la base, la racine, les roots, c'est d'avoir un site propre. Ok? Avoir un site propre, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà avoir un site qui est accessible par les moteurs de recherche. Hein, ça c'est un basique. C'est un basique, mais qui des fois n'est pas mis en œuvre. Un exemple, donc ça c'est un exemple de robot TXT. Normalement dans la salle, si vous êtes là, vous devez maîtriser un peu le sujet du référencement et savoir ce que c'est qu'un robot TXT. C'est le premier fichier que le robot de Google, qui s'appelle Googlebot, va visiter avant de parcourir les autres pages du site pour savoir ce à quoi il a le droit d'avoir accès ou pas. Ok? Donc ça c'est le robot TXT de Google. C'est la porte d'entrée, quoi. J'étais là la semaine dernière à Montréal et justement il y avait un des partenaires de l'événement qui j'ai pris au hasard dans la liste des partenaires et je me suis aperçu que finalement en faisant une commande site de points dans Google, hein, tout le monde connaît les opérateurs Google, site de points ça sort toutes les pages du site qui sont indexées par Google. Et on s'aperçoit quoi? On voit pas qu'il y a la page d'accueil qui est indexée parce que quand on fait une commande info ça montre si la page est indexée ou pas. On voit ici il y a marqué la description de ce résultat n'est pas disponible. Et donc on s'aperçoit que dans leur robot TXT, ils ont interdit à tous les robots de tous les moteurs de recherche d'accéder au site. Okay, mais il y a quand même eu quelques pages qui sont indexées. Bon, ça fait partie des erreurs courantes. On va continuer. Je vais aller vite comme ça, après on a du temps et tout ça. Hein. Et puis si je vais beaucoup trop vite, vous me le dites aussi. Ok, j'essaierai de ralentir un peu, mais pas trop. Ok, courir. Courir, un jour aussi, a oublié, le développeur, le vendredi, avait oublié avait interdit tous les robots d'accéder au site de courir. Donc pendant 48 heures ou 72 heures, le site était inaccessible, donc perte de chiffre d'affaires. Hein. Quand on dit on met jamais en production une nouvelle version le vendredi, voilà. Pardon, là c'est encore un autre exemple. En fait, c'est aussi le fait que la page d'accueil doit être accessible à partir d'une seule URL. Et là on voit bien que la page d'accueil est accessible à partir de plein d'URL. Donc ça fait ce qu'on appelle du contenu dupliqué, du contenu en double, ce que Google n'apprécie pas. On corrige ça, c'est des basiques. Ça c'est un autre site hein, de mobilier d'intérieur, mobilier design, etc. Alors lui, si vous voyez, il y a marqué, on a entouré ici 106 000 résultats pour cette URL-là. Ça veut dire qu'ils indexent en fait toutes les pages du moteur de recherche interne au site. Et ça veut dire qu'on peut aussi passer des mots-clés comme porn, sexe, enfin des mots-clés qui peuvent lui coller un filtre adulte au sein de Google, puisqu'il indexe n'importe quel type de page. Hein. Irina, Graven, etc. 106 000 pages. Donc on interdit l'indexation des pages et la mise en cache des pages des moteurs de recherche internes de nos sites e-commerce. Ok ? Après, c'est des problèmes classiques, hein, les paramètres dans l'URL, encore une fois, un site de points sur une catégorie, et ben on voit que, enfin là vous n'arrivez pas à voir, mais je peux vous raconter l'histoire, on voit ici un paramètre qui est passé dans l'URL, et en fait qui va générer des résultats en duplicate. Voilà, là je vous l'ai mis en gros, en fait c'est une page de... Merde, hop. C'est une page de les réductions, quand on clique ici, on voit encore une fois l'URL qui est générée ici, qui est une URL dégueulasse, qui va générer plein d'URL avec des paramètres. Ça en évite. Il y a des façons de le corriger très simples. Hein. La rustine de Google, c'est de mettre ce qu'on appelle une canonical. Ensuite, on peut le gérer dans le robot TXT ou directement au sein de la page en interdisant l'indexation de ces filtres-là, enfin de ces paramètres. Ok ? Ça, c'est des problèmes qu'on rencontre tous les jours dans tous les e-commerce. Hein. Même, voilà, même des gens qui sont... voilà, on verra après. Bon, et puis les problèmes basiques, ça je l'ai montré la dernière fois ce slide, mais il faut avoir une URL définitive. Si je décide de travailler en HTTPS, bah, toutes mes URL doivent être en HTTPS. Si je décide de travailler avec le 3W, toutes mes pages doivent être avec le 3W. C'est pas la fête, un truc là, un truc là et un truc là-bas. Ça, c'est un site du gouvernement, exemple parfait. Hein. HTTPS beta.gouv.fr, pas de souci. Quand j'appelle cette URL, c'est bon. En revanche, quand j'appelle la même URL avec les 3W, je me prends un problème de certificat, parce que le mec n'a pas acheté forcément le certificat du sous-domaine 3W. Et quand j'appelle l'URL sans le HTTPS, je suis carrément redirigé en 301 vers un autre site. On harmonise le bordel. Ça, c'est pareil, c'est un partenaire de la conf que j'ai donné la semaine dernière à Montréal. Je l'ai pris au hasard, et en fait, pas de problème, la page d'accueil, attends, c'est la page produit, elle est en HTTPS, ok.
une page drone, vous voyez, il n'y a plus le cadenas vert ici, qui est symbolisé ici. Pourquoi? Tout simplement, quand on fait un inspecter l'élément avec Chrome et qu'on se met sur l'onglet sécurité, on voit bien qu'il y a des petits pictos ici qui sont appelés IMGSRC sans le S de HTTPS, qui sont appelés en HTTP. Donc ça crée ce qu'on appelle du mixed content qu'il faut corriger. Hein, pareil, toutes les ressources qu'on appelle au sein de notre site, si on a décidé de faire la migration HTTPS, et normalement quand on a un e-commerce, on va vers ça, hein, vers migrer nos sites en HTTPS, et ben on essaie d'avoir un site complètement HTTPS. Ou alors, on décide le contraire, c'est-à-dire d'avoir que certaines pages hyper importantes, style les pages de connexion ou les pages où il y a un formulaire avec des datas en HTTPS, et les autres, on les laisse à ce moment-là en HTTP si on ne veut pas trop s'ennuyer pour l'instant. Ça va pour tout le monde? Bon, alors on enchaîne. Hein. Pareil, aujourd'hui, effectivement, avoir un site responsive, un site mobile, un site qui répond vite, c'est indispensable. Pas que pour Google, pour les internautes. Ça envoie un signal positif. Dans le sens où, voilà, hein, toujours le même exemple, tu es dans le train, tu as envie d'accéder à un site, s'il met plus de 3 ou 4 ou 5 secondes à charger, parce que tu as une mauvaise connexion et que tu es en 4G, bah, tu quittes et tu ne retourneras plus jamais sur ce site-là, si tu n'as pas une page qui charge raisonnablement vite. Okay, on ne demande pas d'avoir des super notes comme là, on s'en fiche de la note, ce qu'on veut c'est que l'internaute, il arrive et que la page s'affiche rapidement. Hein. Et un site effectivement adapté à tous les supports, hein, que ce soit de la tablette ou du desktop ou du mobile. Sinon, ça change la donne. Voilà, ça c'est le slide de mon associé. J'adore ce slide. Voilà, hein, c'est plus la même. Bon, maintenant on va passer un petit peu à la strat SEO. On va commencer par du on-site. Après, on partira sur ce qu'on appelle le off-site et tout ce qui est popularité, netlinking. Alors, il y a toujours le triptyque, hein, technique, contenu, popularité. Hein. La technique, on a un peu vu les erreurs à pas faire. Des erreurs basiques, il y en a plein d'autres. Hein. C'est juste pour mettre dans l'ambiance. Bon, pareil, qu'on a un catalogue, ben on s'occupe de qu'est-ce qu'on fait, on met combien de produits par page, la pagination, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on indexe toutes les pages internes ou pas, de pagination, pardon, et qu'est-ce qu'on fait des filtres, est-ce qu'on les indexe tous ou pas. Ça, c'est des questions qu'on pourra discuter à la fin, mais c'est des choses à réfléchir en fonction de notre site. Hein. Tous les sites ne sont pas identiques. C'est pas la même chose que si je m'appelle Amazon ou si je m'appelle, je sais pas moi, Petit Chausseur local. Hein. On dit chausseur pour ceux qui vendent des chaussures? Allez. Pareil pour la gestion des produits. Est-ce qu'il faut des URL courtes ou est-ce qu'on va faire des URL avec la catégorie dans l'URL par exemple? Ce qui est dommage, c'est que si on change le nom de la catégorie, on est obligé de rediriger les pages. Si mon site c'est http mon site / chaussurefemme / ma bottine en cuir.html, le jour où je change la catégorie chaussures femmes et que je mets un S à chaussures, je suis obligé de rediriger l'ancienne page. Alors ce qu'on fait, on va faire http monsite.com / mabottine.html directement, hein, une URL courte pour les produits. Un basique, mais on voit encore beaucoup d'erreurs à ce niveau-là dans les e-commerce. Pareil pour tout ce qui est images. Les images, c'est important au sein d'un e-commerce. Les gens partent des fois comme intention à partir des images pour arriver sur le site. Je prenais la dernière fois que j'ai fait une conf ici, l'exemple d'une cheminée, mais c'est pareil pour plein d'autres produits. Hein, si je vends du mobilier, il est important que je soigne mes images, que j'ai des belles images, que je référence bien ces images, que je leur donne un beau nom, que je mette une belle balise alternative, le alt de l'image, qui compte aussi pour le référencement et le positionnement des images au sein de Google Images. Okay, si je cherche une cheminée, ce que j'expliquais la dernière fois, je tape un requête cheminée, je vois des images, je suis plus peut-être attiré vers l'image, et parce qu'elle est design, et à partir de l'image, je vais peut-être aller sur le site et je vais peut-être convertir par ce biais-là, plutôt que d'aller directement sur le site. Ce qui m'est arrivé la dernière fois, hein, j'ai regardé un site web, je cherchais des cheminées, je suis parti du site web, je le trouvais pas ergonomique, je suis passé par la recherche Google, images, et je me suis retrouvé sur le même site, sur la bonne page, mais à partir des images. Je passe ça, on en reparlera après, des avis, etc., et rassurer l'internaute, hein, les éléments. Voilà, le CTR, tout le monde sait ce que c'est aussi, hein, c'est le clic à partir des SERP. Ici, c'est la requête Stan Smith, pour ceux qui n'arrivent pas à lire au fond. On a déjà la SERP, les résultats de Google qui sont occupés par du shopping, par du knowledge ou autre. Et surtout ici, on a le site officiel, et puis derrière, on a Zalendo. Vous voyez? Et on voit quand même un delta entre Zalendo et Footlocker ou Courir. C'est quoi le delta? C'est la note, ce qui nous attire l'œil. Hein, donc on essaie d'avoir ces notes-là. C'est bidon de les avoir, ces notes-là. Donc on essaie de les avoir. Parce que là, tu as plus envie de cliquer sur lui que sur les autres, en visuel. D'accord? Pareil pour la métadescription. Pareil pour ces petits éléments que vous voyez ici. Vous voyez à la fois la note, qui est un élément de réassurance, un 4,8 sur 5 avec 1200 avis, ça réassure. Mais on voit aussi le prix directement. Et on va aussi soigner ce qu'on appelle la métadescription. D'accord? Pour essayer d'emmener la personne vers chez nous plutôt que vers chez l'autre. Et ça, c'est un signal qui indirectement
peut nous faire augmenter nos positions dans Google, à force d'avoir des clics. Si on est troisième et que tout le monde clique sur nous plutôt que sur les deux premiers, bah, il y a un moment, Google il va peut-être switcher et nous passer deuxième ou premier. OK? On enchaîne. Comment on obtient ces petits microdata, ce qu'on appelle de la microdata, hein, les petites étoiles ou les prix? On utilise ce qu'on appelle une technologie qui s'appelle, qui est la microdata, ça s'appelle de la microdata. Et il y a le site officiel qui s'appelle schema.org où vous avez le listing de tous les types de microdata possibles, et il y en a beaucoup. Hein, vous êtes une organisation, il y a microdata organisation, vous êtes un local business, il y a la microdata local business, vous avez des produits, il y a les prix, il y a les reviews, etc. Et il y a un site qui est sorti il y a 1 an et demi qui permet d'implémenter les microdata de façon plus simple pour les développeurs qui s'appelle JSONLD. Voilà. Si vous n'utilisez pas encore, parlez-en à vos développeurs, eux, ça leur fera plaisir, ce sera bidon à implémenter. Et donc c'est des outils qu'on nous met à disposition gratuitement et qu'il faut exploiter à fond. Hein, on reprend l'exemple de Zalendo, là, qu'on a vu tout à l'heure, sur Stan Smith, avec la note, etc., les votes et le prix. Et on voit bien ici l'implémentation. Alors, vous ne voyez pas bien, mais je vous filerai le slide pour ceux que ça intéresse. Et en fait, ici, c'est un outil qui permet de tester la microdata. C'est un outil Google qui nous permet de tester si la microdata est bien implémentée. OK ? Donc, avec du rating, le nombre d'avis, la note, etc., etc. J'enchaîne. Voilà. Peut-être l'élément le plus important pour vous en tant qu'e-commerçant, c'est ce qu'on appelle le maillage. Tout le monde sait ce que c'est que le maillage ou pas? Qui ne sait pas? Voilà, très bien. Le maillage, c'est se servir donc des pages internes pour faire des liens vers d'autres pages. C'est faire des liens à partir de son site vers d'autres pages. Et celle-là m'est venue ce matin. Plus on maille, plus on gagne de la maille. Plus ça rapporte de la maille, pardon. Pourquoi? C'est là où on a complètement la main sur notre site et on peut faire ce qu'on veut. D'accord? On n'a besoin de rien demander à personne. Et on peut aussi créer des pages supplémentaires. On peut créer des pages de middle train ou long train. Si je reprends l'exemple de la Stan Smith, là, il y en a peu qui ont créé la page Stan Smith rouge. Vous voyez? Ils ont fait des filtres, mais Stan Smith rouge, c'est une requête à 1000 recherches par mois, mensuelles. D'accord? C'est de la middle long train, mais Stan Smith rouge plus Stan Smith bleu plus orange plus machin, ça commence à faire un petit paquet de trafic potentiel. Vous voyez? Et c'est ça qu'on va exploiter avec le maillage aussi. On va linker ces pages-là, on va créer ces pages-là et on va les linker en plus. Et ça, on peut s'éclater. Voilà, s'il y a un seul truc à retenir ici, c'est de développer le maillage au sein de nos sites e-commerce. On va voir des exemples basiques. Ouais. Si on fait une page pour la Stan Smith rouge et qu'on fait une page pour la Stan Smith bleue, est-ce qu'il n'y a pas un risque de duplicate content du coup? Non, puisque tu as la différenciation qui est là, couleur. Tu vois? Donc ton titre, il sera Stan Smith rouge et l'autre sera Stan Smith bleu. Le contenu, tu vas dire, bah tu vas rajouter rouge. Et en fait, le secret aussi, alors, enfin le secret, c'est pas un secret. Pour Google, le duplicate, en fait, plus le texte est long, plus il arrive à identifier le duplicate. Plus le texte est court, moins il arrive à identifier le duplicate, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais le mieux, en fait, quand on ne sait pas ou qu'on a un doute, on tape la requête dans Google. Et c'est magique. Je l'ai tapé ce matin, la requête Stan Smith rouge. Hein. Et en fait, il y a des petits sites qui arrivent à monter au-dessus des gros grâce à ça, parce qu'eux, ils ont généré la page alors que les autres, ils ont fait les filtres. Tu n'auras plus le Zalendo qui est 3e ou 2e sur la requête. C'est je ne sais plus lequel, mais un petit, qui n'apparaît jamais d'habitude. Grâce à ça. Voilà. Quand on ne sait pas, on regarde les résultats de Google. Le deuxième conseil, le seul qu'il faudrait retenir d'ailleurs, c'est celui-là. On regarde ce qu'ont fait les autres et pourquoi ils sont là. Et on étudie. C'est bidon. Il n'y a rien de secret. Hein. Allez, on enchaîne. Bon, ça c'est Amazon classique. Hein. Le maillage, ça passe aussi par de la suggestion voilà, les clients ont également consulté cet article. Génial. Et du coup, ça fait des liens ici automatiquement vers d'autres pages. Les autres articles que les clients ont achetés, bam. Et en plus, ça incite aussi à faire ce qu'on appelle du cross-selling et à permettre à l'utilisateur d'acheter des produits complémentaires. OK? Et ça, vous avez la main dessus. C'est facile pour vous et bidon à faire. Quand on ne sait pas, encore une fois, on s'inspire des gros. Hein. On gagne du temps. Et après, on fait un mix et on essaie d'aller au-delà. OK. Lui, il est premier sur le mot-clé chaussures femmes. Lui, il est derrière l'autre. Zalendo est derrière San Marina sur le mot-clé chaussures femmes, qui est une belle requête. D'accord? Je ne sais plus combien elle fait de trafic. Mais là, c'est juste pour faire une petite remarque, mais un détail. Mais le référencement, c'est le cumul des détails qui fait que. OK? Ici, la rubrique, elle s'appelle femmes. OK? Et alors, on voit bien vers la page chaussures femmes. L'autre, la rubrique, donc Zalendo, elle s'appelle, je suis dans la rubrique femmes, chaussures, et elle s'appelle toutes les chaussures. Et en plus, si je vais dans hommes, je vais me retrouver aussi avec le même intitulé ici qui s'appelle toutes les chaussures. Non. Chaussures femmes. Vous voyez? C'est du maillage. C'est un détail. Hein. C'est pas pour ça que Zalendo est juste derrière l'autre.
Il y a d'autres facteurs, on est d'accord. Mais on corrige ces merdouilles-là. Voilà, là je vous fais une petite synthèse des avantages du maillage. Hein. C'est un levier puissant pour justement obtenir de la middle, de la long train, etc. D'être totalement autonome. On a la maîtrise totale des liens chez nous, hein, on fait ce qu'on veut chez nous. S'il y a un souci, on peut revenir en arrière, on choisit les expressions, enfin vous savez lire. Hein. En plus, ça peut être user-friendly, ça peut aider l'internaute, comme on a vu. Les internautes ont aussi consulté ce produit, ont aussi acheté ce produit. Voilà, ça peut guider. Je vous laisse lire, vous savez lire. Et le dernier point, c'est que ça évite d'avoir des pages orphelines. Souvent, quand on a beaucoup de produits, nos produits vont se retrouver en page 10, 15, 1000, etc. Et ce produit, finalement, il va être linké à partir de la page 1000 uniquement, donc le robot de Google, avant qu'il y arrive, parfois c'est long, ou à partir du sitemap. Hein. Pareil, des fois, on va se retrouver avec un sitemap avec 50 000 URL. Et du coup, finalement, il aura peu d'impact, ce produit qu'on a créé il y a des années. Alors que si on fait remonter ces produits en mettant des articles similaires, des produits similaires, des suggestions dans des barres de recherche similaires, dans des catégories, dans des produits, on va avoir plus de portes d'entrée pour remonter ce produit et du coup pas se retrouver avec des pages qui vont potentiellement être pseudo-orphelines. C'est clair? On enchaîne. Tu fais un point sur le timing, toi? Cool. Gestion du contenu sur les pages de catégorie. Bah, c'est toujours la même chose. Hein. Là, l'exemple. Voilà, mais, pardon, lui, ce mec-là, il est premier sur le mot-clé faire par naissance. Faire par naissance, pour moi, c'est une super requête. D'accord? C'est parmi, allez, je vais dire une bêtise, mais même pas, top 50 requêtes françaises les plus difficiles. Faire par naissance. Gros volume de recherche. Donc, il a le style classique, hein, vous savez, le petit texte en haut. Mais pas violent, mais ce petit texte, il est magique pour deux choses. À la fois pour encore accentuer sa position sur la requête faire par naissance, et faire, encore une fois, du maillage vers les autres pages et les sous-rubriques de faire par naissance. Faire par naissance original, faire par naissance avec photo, et toutes les requêtes middle et long train. Ok? Voilà. Donc ça, pareil, sur les catégories, si on n'a pas, on peut mettre un petit texte. L'inconvénient de ça, c'est qu'on fait baisser les produits, et qu'on aime bien d'abord mettre en avant les produits de nos produits que de mettre du texte pseudo-SEO et limite intéressant. Ouais? Merci. Oui, par rapport du coup à ce texte-là, en fait, dans une ancienne boîte pour laquelle j'ai travaillé, en fait, on faisait une petite bidouille et je voulais savoir ce que vous en pensiez. En fait, on mettait, voilà, ouais. Donc avec la CSS positionnée en bas, mais en fait le plus près de la base body dans le code source. Je pense que on l'utilise plus. On l'utilise plus comme ça. Si tu veux, aujourd'hui, le plus commun aujourd'hui, enfin ce qui commence à se faire maintenant aussi, c'est de le mettre directement sur le côté ici à gauche. On verra un exemple après, ou à droite. Ou de diminuer ici le nombre de phrases, d'avoir ici un bouton plus, mais qui ouvre pas forcément ici. Encore aujourd'hui, Cdiscount le fait ouvre encore ici. Mais il y en a, au lieu d'ouvrir ici, il renvoie vers tout en bas. Non, je suis pas fan. Ouais, c'est moyen, je suis plus fan. Tu vois, alors j'ai aucune preuve pour te dire que c'est pas bon, mais je suis plus fan. J'ai eu un client où j'ai trouvé que ça n'avait pas un effet positif. Voilà. Donc voilà, je suis plus fan. Je préfère, et puis Google, il est pas con non plus. Enfin bon bref, mais je suis plus fan. Je préfère peut-être, justement, il est où? Voilà, ce que peut faire Zalendo aussi. Alors tu as ton menu ici, tu as tes produits, et puis tu vas le mettre ici. D'accord? Et limite, il y en a qui en mettent un petit bout ici, encore une fois, qui font le plus, qui renvoient vers tout en bas aussi. À voir. Après, on n'est pas obligé de faire des gros textes non plus. Hein. Là, du coup, c'est logique puisque le code est comme ça. Tu vois? Sidebar de gauche, centrale et sidebar de droite. Il y en a qui le positionnent à droite aussi. Bon, on enchaîne. Encore une fois, hein, allons voir ce qui se passe chez les concurrents ou chez les leaders et inspirons-nous. Et encore mieux, sortez de la France, allez chez les ricains, qui sont toujours en avance au niveau design, au niveau gueule. Hein. Boulanger, lui, texte très court, premier sur la requête lave-linge, mais optimisé, et encore une fois, maillage interne. Tu vois, lave-linge hublot, top, séchant, etc. Hein, pour donner du power aux sous-catégories. On enchaîne. Alors ça, c'est le grand débat chez nous. Hein. Alors je ne vais pas m'étaler arborescence en silo ou en cocon sémantique, il y a un grand truc là-dessus. Tout ce qu'on sait, c'est que plus on multiplie les pages, plus on multiplie les portes d'entrée possibles des internautes vers notre site. Qu'est-ce que c'est? Silo, c'est ce qu'on appelle des... Voilà, je fais des ensembles thématiques. Alors, voilà, par exemple, pour la chaussure femme, je vais décliner à fond toutes les pages possibles, etc. Et en les enrichissant sémantiquement. Hein. Et puis, pourquoi pas faire ce qu'on appelle soit des liens, encore une fois, du maillage, hein, soit du glissement sémantique, soit avoir des portes d'entrée, mais cette fois-ci pour l'internaute. Mais ça peut être la même page, par exemple, qui va se retrouver dans plusieurs catégories. Mais ce sera une page unique.
Pareil de l'autre côté, voilà. Là, on retrouve la même page, marque de chaussures de luxe. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Et on la retrouve dans une autre arbo qui est marque de chaussures. Et là, on part de chaussures de luxe. Et pourtant, on la retrouve là, voilà. Et on va essayer de développer au maximum ça. Ça, il y a des outils pour trouver hein, tout ce qui est middle train, long train, etc. C'est des outils comme SEMrush. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui peut venir en tête? Même AdWords, hein, enfin Google AdWords peut vous faire des suggestions. Il y a d'autres outils comme 1.fr aussi qui font des questions. Enfin, il y a plein d'outils. On va aussi développer aussi ce qu'on appelle des guides d'achat qui sont encore une fois aussi utiles pour le maillage et qui sont aussi utiles pour des portes d'entrée. Je vais passer tout de suite à la suite. Voilà, pour obtenir ce genre de résultats. Là, c'est le site qu'un collègue référence. Choisir casque moto. Vous voyez, il a ce qu'on appelle la position 0, c'est-à-dire qu'il est devant le premier résultat, mais avec une page de guide. D'accord? Et en fait, c'est ça la page de guide. OK? Et bien sûr, on met aussi des promotions et des produits sur nos pages de guide. Ouais, Alain? C'est fini? Tu vois? Ils sont contradictoires les mecs. On a commencé à... Je sais pas. Je sais pas, j'accélère. 15? 10? 5? 10? Je sais plus qui parle. C'est toi qui décide. Bon, les avis aussi, on maîtrise les avis. Zalendo, c'est super, il maîtrise les avis. Il a la position 0 avec le résultat Trustpilot. Mais le souci, c'est que finalement, il a des avis qui sont très médiums. Il a 858 avis et il a une note moyenne. Donc c'est à double tranchant. Donc pareil, on essaie de maîtriser ses avis. Une façon de maîtriser ses avis, c'est soit de les gérer en interne, soit si on décide de passer par des plateformes comme Trustpilot, il y en a d'autres, où on peut, nous, contrôler les avis avant de les envoyer. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez les avis que vous envoyez. Je ne vais pas citer les plateformes sur lesquelles on peut faire ça, mais ouais. Ah bah c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure, avec les microdata. Si. Ah bah si. Carrément. Sur ton site, tu peux mettre la note de avis vérifié en microdata, sans aucun problème. Ou l'avis global. Ouais, alors la plupart des gens mettent l'avis global en fait. Hein, dans tous les e-commerce, la plupart, on va dire 80, mettent l'avis global. Bon, l'astuce multilingue, j'y passe. Mais si votre site il est français, il est forcément francophone. Donc vous pouvez avoir un site multilingue français qui va aussi vendre au Canada, qui va vendre en Belgique, qui va vendre en Suisse, sans avoir de problème de duplicate en utilisant ce type de balise hreflang alternate. Ok? Bon, les logs, c'est pareil, c'est une mine d'or qu'on a un gros e-commerce pour essayer d'optimiser notre site, hein, l'analyse des logs. Je passe parce que j'ai plus le temps, je vais rester 5 minutes sur les backlinks qui pour moi est quelque chose d'essentiel et qui fait la différence entre tous les sites. Vous avez un beau contenu, vous avez réglé vos problèmes techniques, il vous manque un truc par rapport à vos concurrents, c'est la popularité. D'accord? Et la popularité, c'est l'algorithme de Google, c'est le cœur de Google. Pour aller vite, est-ce que c'est vraiment important la popularité, ce qu'on appelle le netlinking, le link building, les liens? Oui, c'est important. C'est important parce que là, je vous montre un exemple, c'est Google qui a lancé son navigateur qui s'appelle Chrome il y a quelques années et qui a acheté des liens. Hein, d'accord, par une entreprise privée qui a fait acheter des liens et qui se sont fait gauler par des référenceurs et qui se sont mis une pénalité manuelle eux-mêmes pendant 60 jours. D'accord, les gens chez Google. Donc ce qui vous montre l'importance des liens. Ce slide, je mettrai à chaque fois. Là, je passe toutes les pénalités Google et on voit qu'il y a beaucoup de pénalités liées aux liens, donc on voit encore une fois l'importance du lien pour Google. La première stratégie pour avoir du lien, c'est déjà de demander autour de soi. On a des fournisseurs, on a des partenaires, on a des amis qui peuvent nous faire des liens. Là, je vous ai montré deux types. Et on a aussi nos propres sites de notre boîte. Okay, là, Mythic, Match, tout ça, c'est le même groupe. Routard, MCM, tout ça, c'est le même groupe. Peuvent se servir de la force de leur réseau pour faire des liens déjà vers des pages importantes chez eux. Okay, ça, c'est la racine. C'est difficile des fois parce que les départements sont en concurrence, mais bon. L'achat de liens. Je passe. C'est le premier formulaire que Google a mis en place pour dénoncer, parce qu'il déteste ça, l'achat de liens. Il déteste ça parce que sa concurrence, son truc qu'il adore et qui lui rapporte plein de thunes, c'est AdWords. Okay, AdWords, c'est aussi de l'achat de liens. C'est du lien sponsorisé, hein, en enchère fourni par Google. Donc il n'aime pas qu'on achète des liens, nous, en direct à d'autres sites. Il y a des plateformes où on peut acheter des liens, soumettre.fr, Rocket Links, SEMjuice et d'autres plateformes où vous pouvez acheter et vendre des liens. D'accord, vous choisissez des sites dans vos thématiques qui vous plaisent, vous achetez des liens chez eux, etc. Une autre façon d'avoir des liens que Google adore, c'est ce qu'on appelle le link baiting. J'ai un e-commerce dans la chaussure, au hasard. J'ai de la data sur mes clients.
je sais qui achète, quelle est la pointure moyenne dans le sud de la France, quelle est la pointure moyenne d'une femme dans le nord de la France. Je peux faire peut-être quelque chose, une infographie drôle, une étude drôle, ou qui sort de l'ordinaire, et la partager sur les réseaux sociaux, et qui pourra buzzer pour obtenir du lien naturel. Là, j'ai montré une infographie où le gars, au bout de quelques jours, c'est un site américain qui a fait l'histoire du référencement, il a obtenu 100 domaines références, 100 sites différents qui ont parlé de son infographie. D'accord ? Donc ça, c'est qu'une histoire d'idée. Et en plus, ça peut vous faire passer pour des gens qui sont experts de leur domaine. Si je fais des baromètres des études, là je vous montre des sites dans l'assurance, où ils ont fait aussi des infographies qu'ils partagent, où on voit par exemple AXA qu'il y a un lien à partir de Auto Plus. Voilà. Et vous passez, c'est une étude, c'est un baromètre, donc je suis la blouse blanche, je suis l'expert. En plus, ça donne encore un côté réassurant à la fois pour le client et pour tout notre microcosme et environnement. Après, une façon d'avoir des liens faciles, c'est de corriger les anciens liens qui pointent vers les anciennes pages pour les faire repointer vers les bonnes. Vous avez souvent des liens, vous avez modifié les URL, votre page est en 404, vous avez un lien de là-bas, et on contacte la personne, on lui dit tu peux corriger le lien et le remettre vers ma nouvelle page. Ça, c'est facile à faire, il y a des outils qui vous permettent d'analyser vos liens qui sont en 404 et les corriger. Pareil, j'arrête pas de parler des concurrents, on analyse les concurrents, on regarde les liens qu'ils ont obtenus, on essaie d'obtenir le même. Une des façons, il y a des outils qui permettent de savoir quels sont les liens qu'on a en commun. Là, j'ai pris les 2 premiers sur la requête assurance auto, et je sais qu'il y a 3 sites qui ont un lien à partir de la tribune, par exemple. Donc ça veut dire que si ces sites ont un lien à partir de la tribune, pourquoi moi je ne pourrais pas l'avoir? D'accord? Ça veut dire qu'il y a des portes d'entrée, soit un achat de lien, soit autre. Une autre façon, ça c'est un outil que j'ai développé qui permet de détecter le contenu qu'on vous pique. Il y a de plus en plus d'e-commerçants qui se font piquer le contenu et dupliquer. Donc ça détecte ça, et ça permet aussi du coup de dire si tu me voles mon contenu et que tu ne cites pas la source ou que tu ne fais pas de lien vers chez moi, alors je te donne 24 heures, soit pour enlever le contenu, soit pour mettre un lien vers chez moi. C'est une façon aussi d'avoir du lien, ok? Notamment si vous faites des guides, etc., on peut vous piquer vos pages de guides et vous pouvez obtenir des liens comme ça. Ça, c'est des types de liens faciles à avoir aussi. Je dépose une offre d'emploi, je mets un lien vers mon site, je dépose une offre de stage, pareil, etc., etc. Je me crée un profil LinkedIn, je mets mon lien, etc. Partout où je peux, je mets mon lien, j'oublie jamais. Ça, c'est une stratégie qui permet de rester autonome. C'est au lieu d'aller chercher du lien chez les autres, je crée moi-même mes sites. D'accord? Je me crée ma petite constellation de sites qui va parler des chaussures femmes ou hommes, et je suis en totale autarcie vis-à-vis de mes concurrents. Et cette stratégie, je finirai là-dessus, l'avantage, on a la main sur les liens, on fait ce qu'on veut, et en fait, on utilise ce qu'on appelle des noms de domaine expirés. Les noms de domaine expirés, c'est des noms de domaine qui ont une vie. Il a un site, il a laissé expirer parce que sa boîte a coulé, parce qu'il a déménagé, il n'en a plus rien à faire de son site, etc. Moi, je vais le racheter. D'accord? Ou c'est un petit chausseur de quartier, il a fermé parce qu'il s'est fait envahir par... Voilà. J'achète son site et je remets du contenu dessus lié à la chaussure et je fais un lien vers mon site ou vers ma page dédiée. Et l'avantage de ça, c'est que Google accorde de l'importance à l'historique d'un nom de domaine et au poids voilà. Plus un nom de domaine est ancien, plus il a du power. Enfin, ancien. Il faut qu'il ait eu une vie, une vraie vie, qu'il ait eu des liens, etc. Et plus il va avoir d'impact et de power pour envoyer du jus vers mon site. Pardon. Voilà, ça c'est ce que je viens de raconter. Alors là, je donne un exemple d'un site qui avait rien à voir où le mec a remonté le contenu, a acheté un domaine expiré, il a remonté et il se positionnait sur des requêtes comme plombier Boulogne, 2e ou 3e, juste en bénéficiant de la force d'un nom de domaine ancien. Ouais, c'est bon, j'ai fini. Merci.